Et donc on attaque avec le type de Fintan Kalatin, le barde, de notre narrateur. Le vieux Frama s'échappe de ses songes. Serpent languide, il s'étire dans son lit de terre froide. Peu à peu se réchauffent ses entrailles engourdies. Son échine fourmille de craquements. Au-dessus de lui, le ciel a basculé, évacuant les étoiles. Alors le vieux Framar sait que le temps est venu. Il inspire, bande son souffle, brise le sortilège et lance ses bras argentés à travers le Viatrir, sur des milles et des milles de forêt boréale. Dans un silence immuable s'écoulent ses eaux. On pourrait entendre respirer les arbres. Ainsi débute mon chant, par l'éveil du fleuve à la fissure de l'hiver. Les morceaux de glace se détachent de ses berges, ses flots se gonflent du produit de la fonte, sa panse s'arrondit et devient navigable. Et tandis qu'il chevauche le nord, la forêt tout entière reprend. Les ombres muettes se préparent à ranimer leur vieille chasse. Les esprits prisonniers de la terre gelée s'en échappent en sifflant pour sinuer le long des racines. Puis, un certain jour de printemps, le vieux fleuve s'avise de nous offrir un présent. Aux premières brumes matinales, il charrie dans ses doigts glacés un homme aux jambes brisées qui dérive, fiévreux, sur un entrelac de branches au milieu du courant. Bien que le ciel soit clair, il est encore très tôt. Dans ce pays, en cette saison, la nuit ne fait qu'effleurer vos paupières, à peine un battement d'heure. Sur la grande gabarre amarrée à la rive, tout le monde est encore endormi, à l'exception de Varagwin, le batelier, qui, comme toujours, promène ses insomnies sur le pont. C'est donc lui qui le voit venir en premier. C'est un spectacle étrange, un présent très incongru. Vautré sur une fourche de bois blanc, le blessé est sans connaissance. Ses vêtements flottent autour de lui, en lambeaux. Son visage est couvert de sang séché, au point que de loin, il apparaît noirci et craquelé comme le trognon d'un brûlé. Lorsqu'il est certain de ce que ses yeux voient venir, Varagwin ulule ce cri qui nous tire du sommeil, un long appel vibrant de marine. Puis sans attendre, il se noue une corde autour de la taille et il saute par-dessus bord. Je me hâte d'endosser ma longue cape raplécie et d'émerger de la tente de fortune qui nous sert de dortoir, à l'arrière du bateau. Un instant plus tard, je me penche à mon tour par-dessus le bastingage. Plusieurs de mes compagnons viennent s'y presser à mes côtés, aussi hébétés, mal fagotés et blafards que moi-même. Nous suivons des yeux notre batelier qui force sa voix au travers du fleuve, de l'eau roulant sur ses épaules. Il n'est pas loin d'intercepter les branches vagabondes, qui tournoient lentement sur elles-mêmes. Dans des remous contraires. Puis il perd pied et se met à lutter âprement contre le courant pour garder les cap. Varagwin, avec son grand corps maigre, n'a rien d'un cogneur, mais sa façon de fendre l'eau m'a toujours laissé pantois. Il vous en tranche du plat des mains, il l'emboutit du front, il la cisaille des pieds. En quelques brasses nerveuses, il parvient à atteindre le radeau de fortune, puis à y passer une boucle de sa corde. Alors il lève un bras à notre adresse, et les gars se mettent à tirer sur l'autre extrémité de la corde, pour les aller vers la gabarre. La fourche de bois blanc et son passager. Le point est dangereux avec ses tourtons sournois. Tout le monde voit bien que notre compagnon s'épuise à jouer la loutre dans cette eau glaciale. Varagwin s'arrime à la coque. La nasse de branchage s'immobilise contre le flanc du navire. Tout l'équipage applaudit le grand batelier Barbichou, parce que son sauvetage improvisé est un authentique exploit et qu'il a agi sans la moindre hésitation, sans quoi il aurait été trop tard. L'étrange esquif aurait passé son chemin. Lui, il tremble trop pour sourire, il relotte toute la longueur de ses membres, immergé jusqu'à l'eau de l'œil. C'est Miark qui descend dans l'eau pour l'aider, ce grand diable de Miark, couvert aussi sombre et sauvage que ses cheveux. Il se méfie tout de suite. C'est tellement insolite. Le moribond a les deux poignets pris dans une corde de chanvre dont les nœuds se sont un peu relâchés. Et dans cette boucle, quelqu'un, peut-être bien lui-même, a enfilé l'un des ergots de la branche. C'est la main tant bien que mal liée à celle-ci, lui permettant de se laisser aller dans l'inconscience sans trop craindre de basculer. L'une de ses jambes est enflée et tordue selon un rythme étrange. L'autre lacérée, râpée et meurtrie à sang, comme s'il l'avait arrachée au croc d'une bête sauvage. Nous
tous de la grande gabarre, qui venons à peine d'émerger du sommeil, nous dévisageons ce miraculé avec une stupeur abrutie. Miark tire son couteau pour trancher les liens. Puis les gars descendent un grand pavois, bien horizontal, pour y coucher le blessé et le hisser à bord, avec des trésors de précaution. Il gémit faiblement lorsque nous le déposons sur le pont, presque sous les naseaux de nos cheveux. Nous jouons un peu des coudes pour entrevoir son visage. Je lui trouve une expression étrangement paisible. Notre homme est de taille moyenne. Il ne doit pas avoir plus de 25 ans. La peau légèrement cuivrée sous son masque de sang noirci. Le nez musqué, une bouche sensuelle. Un foisonnement de boucles noires collées à son crâne par la sueur et le sang. Un bel homme qui nous a déchiqueté là, en père Framarin. Mais pas un gars du Nord. Il n'en a ni les traits, ni la carnation. Baragouine lui découpe les brais pour mettre à jour les chairs délabrées de ses jambes. À voir sa tête, ça n'a pas l'air bien parti. « Apportez-moi de l'eau claire !» s'éraille-t-il. Tout le monde s'agite autour de nous sur le pont. Miark s'efforce de tenir les chevaux à distance, mais ceux-ci deviennent de plus en plus nerveux. Alors il s'énerve. Il gueule qu'il faut déplacer le blessé sur la tente dortoir, à la poupe. Ça ne sert à rien de laver ses blessures si c'est pour le laisser vautrer dans la paille et le crottin. Les gars s'empressent de soulever à nouveau le pantin sanguinolent et font ce que dit Miark. Je le dépose dans la première paillasse disponible. Quelqu'un crie mon nom. « Fintan! Fintan Calatine !» Je m'agenouille auprès du blessé et je fais signe à Baragouine de tenir les autres à distance. Avec 1000 précautions, je cisaille ce qui reste des brais pour mettre à nu la jambe gauche. Une belle fracture ouverte. L'os saille hors la chair au-dessus du genou. « Tu dois guérir cet homme, il a les faveurs du fleuve !» s'exalte quelqu'un derrière moi. « Il aurait pu se noyer 10 fois, mais les Nix ont choisi de le préserver. » Je pousse un soupir excédé en dépouillant la cuisse droite des ruines de tissu qui s'y envoient. À première vue, pas de fracture nette. Mais elle est enflée, jaunâtre, balafrée d'une entaille particulièrement profonde dont les lèvres ont pris une coloration grisâtre de mauvais aloi. Une odeur charognasse piquait du nez, ne laissant aucun doute sur l'état de santé du gaillard. « Il faut l'amputer, oui, » je rétorque, sans relever le front. Il est resté trop longtemps dans l'eau, la chair à vif. La pourriture a commencé son œuvre. Il nous faut Perdouane. Perdouane Namarantri n'est pas vraiment chirurgien. C'est un chevalier, une robuste canaille de cadet de famille, mystique et paillard. À force de courir les batailles et de nettoyer la mort, le sort l'a mené plusieurs fois à effectuer des amputations de fortune pour sauver un compagnon. La soldatesque a fini par s'accoutumer à faire appel à lui lorsqu'il faut opérer, si bien que le surnom de barbier Namarantri lui est resté. Les barbiers au Moyen-Âge, il ne fallait pas que la barbe, souvent c'était aussi eux. Ils vont le chercher sur l'autre gabarre. Le temps qu'il arrive, Baragouine s'interpose entre moi et le blessé. Il ne veut pas qu'on le raccourcisse. Laisse-lui une chance. Nous avons des herbes à bord. Avant que je puisse répondre, la puissante voix du barbier tonitruit derrière mon épaule. « Ôte-toi de mon chemin, batelier! Tu lui rends pas service à jouer le dog devant ses guiboles. Dans l'état où elles sont, elles lui serviront plus jamais à rien. Si jamais il survit, cet homme ne remarchera jamais. » Mais Baragouine ne veut rien savoir. Il raconte à qui veut l'entendre qu'avec des prières et des soins appropriés, on a déjà vu la gangrène battre en retraite. Il connaît un homme qui a eu les 2 quilles brisées sous son cheval et qui pourtant remarche. Et même, il court comme au premier jour. Perdouane réplique par les noms de tous ceux qu'il a vu crever des fièvres à cause de blessures moindres. La voix de notre capitaine met fin au débat, tranchante. Réfrénez votre hâte à amputer, messire Perdouane. Trop souvent, ce genre de remède est fatal avant le mal. Laissez-le d'abord lutter. D'abord les herbes. Venant d'un homme tel que le capitaine, ce n'est pas un avis, c'est une interdiction pure et simple. Il vient d'émerger de sa loge privée sous le gaillard d'arrière. La mise impeccable, un peu raide sous son lourd mantel de laine bleu turquoise. Le visage du seigneur Kalendun Rana, comte palatin et père de Naraki, est un masque austère hanté par des yeux éteints. Il a le front droit, le maxillaire large mais le menton élégant, des pommettes robustes et saillantes. Sa longue chame anthracite, la tresse rituelle des chevaliers du vieux duché, lui repose sur l'épaule telle une couleuvre affectueuse. On entend toujours bien, pas trop de bruit. Je lis dans les muscles de sa mâchoire cette tension caractéristique, qui chez lui signifie que toute discussion est vaine. Kalendun Rana chasse tout le monde du dortoir, à l'exception de Perdouane, de Baragouine et de moi-même.
Son frère, Denandra Rana, nous rejoint juste après depuis la seconde gabarre. Nous fermons le rabat de toile pour nous isoler du dehors. Nous évoquons ensemble les soins à apporter aux blessés. Sur les manipulations élémentaires, nous sommes tous d'accord. Exciser les chairs corrompues, réduire la fracture, traiter avec des onguents et poser un emplâtre. Mais aucun de nous ne croit que ce sera suffisant pour éliminer la gangrène et l'empêcher de reprendre le dessus. Nous possédons tous quelques bribes de savoir médicinal et nous nous efforçons tant bien que mal d'harmoniser, dans l'espoir d'offrir aux naufragés quelques chances de survie. Baragouine croit d'abord aux litanies, à l'eau bénite et à l'intervention des forces mystiques pour triompher de la fièvre. Plus terre à terre est le capitaine, qui mise davantage sur les onguents et les remèdes. Il a emporté avec lui une pharmacopée élémentaire. Nous nous mettons à palabrer et débattre âprement de son contenu, sans parvenir à nous accorder sur les herbes qui conviennent au cas présent. En désespoir de cause, Père Douane propose de nourrir le blessé au lait de femme, pour lui rendre des forces, comme il l'a vu faire sur divers champs de bataille. Historique. Oubliez cette idée, maître Père Douane, leur avoue le capitaine. Pas question de redescendre jusqu'au lac pour quérir une nourrice. Je ne peux galvauder une seule des semaines qui nous séparent de l'hiver. Oubliez le monde que vous avez laissé derrière vous, traduis-je mentalement. Nous sommes seuls à déduire à la mort. Nous restons un moment songeurs. Sans doute, nous avons en tête les mêmes questions, qui risquent fort de rester sans réponse si l'homme du fleuve trépasse avant de parler. Père Douane et moi-même, nous prions les autres de sortir et nous nous mettons à l'ouvrage. Au dehors, juste devant l'entrée de la tente, je rallume le petit brasero de bord pour y infuser une décoction de feuilles d'effet. Je la verse dans la gorge du blessé, histoire de le plonger plus profondément dans sa torpeur et de le mettre autant que possible hors d'atteinte de la douleur. Puis je passe au feu la pointe de mon couteau et je commence à exciser les chairs corrompues de son entaille à la cuisse, sans trop y croire. L'odeur nous saute à la gorge, j'en ai la nausée. Par moments, l'homme gémit faiblement. Ses lèvres remuent un peu, mais il garde les yeux clos et le souffle laborieux. Le vin bouillonne sur le brasero. Nous en répandons en abondance sur ses blessures pour prévenir la suppuration. Il porte au front une longue entaille qui a cessé de saigner depuis quelque temps. Elle ne présente aucun signe d'infection. Nous nous contentons de la nettoyer en profondeur et de la recouvrir avec un baume purificateur de ciste de lavande. Puis nous retroussons nos manches pour affronter le pénible travail qui nous attend sur la jambe gauche. Sur ce terrain, le barbier Namarantri se montre bien plus déterminé que moi. Il a très peu d'outils à sa disposition pour opérer. Son couteau courbe sourit dans sa main, pointe vers le ciel. Une lame 2 fois plus imposante que mon petit coutel à tailler les plumes. Il se met à en vérifier le fil, l'air étrangement détaché, avant de la passer à son tour avec une lenteur toute religieuse dans les flammes du brasero. Ce faisant, il marmonne une ancienne litanie pour étouffer les esprits venimeux tapis sournoisement sur le métal. Ses yeux brillent d'une lueur mystique. Il a l'air de voguer lui-même dans un état second, proche de la transe extatique. Il me somme de maintenir fermement le blessé, et sans attendre, il se met à le charcuter pour dégager la partie faillante du fémur et enlever les esquillos. L'homme du fleuve ne se débat pas. Il se contente de pousser de longs soupirs fébriles, des hoquets étouffés à chaque fois que le fer de Père Douane lui trifouille les chairs. Moi, pendant ce temps, je me contente de tirer sur sa cheville pour maintenir la jambe en extension. Au bout d'un moment, le barbier remet le genou en place, provoquant chez son patient une sorte de soubresaut convulsif et un flot d'humeur cardiaque. Mon assurance s'en va à veau le sang. Le bois sous le pied s'engorge à l'envie. Je ne suis pas loin de tourner de l'œil. En fait, quelques instants de plus, il suffirait parfaitement. Va me chercher du crin de cheval, me souffle mon compagnon. Je m'exécute sur le champ, trop heureux de quitter un moment l'atmosphère poisseuse de la tente. En sortant, je remarque le cautère qui rougit dans le brasero. Ça m'apprend que le barbier Namarantri n'a pas complètement écarté l'idée de l'amputation si le soin ne tourne pas comme il l'entend. Un moment plus tard, je reviens avec quelques beaux fils de crin doré, offrande de la jument du capitaine pour le salut des moribonds. Père Douane s'en empare aussitôt pour recoudre les blessures de notre homme avec une haleine. Suite à quoi, il lui tartine les chairs d'une bonne platée d'onguents et de cataplasmes cicatrisants préparés par le capitaine Rana lui-même. Maintenant de l'œuf, de la farine, du drap. Nous avons embarqué avec nous quelques poules. Leur vilain croupion baguenot sur le gaillard d'arrière de la seconde gabarre en compagnie d'un sac de froment. Je m'en vais y faire un tour. Je rapporte au barbier tout ce qu'il demande. Il s'en sert pour maçonner un emplâtre sur la cuisse fracturée, ménageant un ajout juste au-dessus de la rotule pour laisser respirer la plaie laissée par l'os saillant et suivre son évolution dans les jours prochains.